Épisode 102 de J'ai une idée. Bonjour, bienvenue. Alors, le transfert est fait. On a, j'espère, pas de délai aujourd'hui. Et vous allez recevoir donc ce podcast-là si vous y êtes abonné. Sinon, abonnez-vous, mettez les notifications comme ça, même les moments où ça arrive pas toujours à la même heure, vous allez être au courant. Alors bonjour, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette, j'anime un podcast où on décortique les dynamiques d'influence, de notoriété et de pouvoir à travers la culture et les médias. On raconte des histoires qui nous aident à mieux naviguer la nôtre. Bon, vous avez vu le titre, La chasse aux sorcières. C'est comme ça que je résume l'actualité cette semaine, malheureusement. Évidemment, l'actualité à laquelle je choisis de m'intéresser. Parce qu'il y a toutes sortes d'affaires dans l'actualité, des choses moins drôles. Puis c'est pas parce que je suis pas au courant que j'en parle pas, c'est que chacun choisit de quoi il parle. Alors, il y a eu beaucoup d'actualités féminines cette semaine et j'avais envie de vous en parler. De vous parler du fait à quel point les femmes, particulièrement les femmes de pouvoir, sont observées, sont analysées, sont disséquées par les réseaux sociaux. Et une chose qu'on remarque, c'est que dès qu'elles prennent trop de place, on cherche la faille. On dirait que c'est ce qui se passe. On cherche la faille et on a hâte qu'elle trébuche. Première chose, et pour moi, ça, c'est une forme moderne de chasse aux sorcières. Quand j'ai fait mon deep dive sur Britney Spears, là, c'est un peu ce que j'avais remarqué, ce que j'avais conclu au début, là, sa montée en popularité, son talent, sa posture, c'était tellement fulgurant qu'ils ont rentré dedans, là. Écoute, le moment qui aurait dû être le moment de consécration de sa carrière, où sa virtuosité est à son maximum, là, mais pour elle, le lendemain, là, c'est une des pires journées de sa vie parce que dans les journaux, on a critiqué comment elle était habillée, comment ci, comment ça, c'était trop ci, c'était trop ça, c'était pas assez ci, c'était pas assez ça, alors qu'au final, j'étais juste fucking powerful. Donc, c'est le danger de la visibilité au féminin, c'est le danger du pouvoir féminin, c'est que tu peux en prendre, mais pas trop. Puis quand t'en prends, il faut que tu sois prête à en payer le prix. Et c'est ce qui se passe un peu cette semaine. En fait, il y en a qui payent le prix par choix, d'autres de façon involontaire. J'ai écouté l'entrevue de Kirsten Cabot avec Oprah. Alors, Kirsten Cabot, si je vous la replace, là, si ça vous dit rien. C'est la fameuse femme qui s'est fait prendre dans les bras de son patron pendant un spectacle de Coldplay l'année passée. C'est devenu viral, ça a fait le tour du monde et ça a été vu 300 milliards de fois. Si les chiffres qu'on en dit à Oprah, c'est exact, c'est 300 milliards de fois que les gens ont partagé ça partout dans le monde. Tu sais, genre, la fille, elle va aller se cacher en Turquie, ça marche même pas, là. Alors, donc, elle, involontairement, devient la risée mondiale. On parle de ça partout. C'était dans les posts que j'ai faits qui ont eu le plus de rayonnement. Évidemment, parce que sur LinkedIn, ça commentait, puis ça polarisait beaucoup. Les hommes, beaucoup d'hommes s'offusquaient qu'on s'offusque de la chose ou qu'on ose même parler de la chose parce que pour eux, c'était de la sphère privée. Et les femmes, pas sur mon feed à moi, mais sur... Tu sais, parce que votre fil de nouvelles vous ressemble. Alors moi, comme j'ai une posture girl power, féministe, il n'y a pas de femmes qui sont venues dire « Ah non, la danse, c'est elle! » Tu sais, à l'époque de Mad Men, là, hein, la femme qui avait une aventure avec un homme au bureau, je veux dire, c'était toute de la faute de la femme. C'est souvent elle qui perdait sa job. Lui, elle était là, elle l'avait séduit.
Tu sais, dans les années 60, c'était toujours ça, là, c'était vu comme... tu sais, donc, la fille va au bûcher, puis le gars, il garde sa job, puis c'est un pauvre gars qui a eu un moment de faiblesse, là. Alors, moi, j'ai regardé cet événement-là avec un œil de qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va être aussi varlopée que dans le temps? Parce que là, ce qu'on supposait, alors donc les deux s'en vont au concert de Coldplay, ils se font prendre à ce qu'on appelle la kiss cam, et les deux, quand la caméra vient sur eux, se cachent. Donc, ont l'air d'avoir quelque chose à cacher. Et là, Chris Martin dit, ben, évidemment, ou bien sont en train d'avoir une aventure, ces deux-là, ou bien, je sais pas quoi, là, sont très, très gênés. Alors, on soupçonne donc au lendemain de cet extrait-là qui est vu à 300 millions, disons, de fois sur les réseaux sociaux. On se dit, bon, ils se sont-tu fait pogner? Puis en plus, lui, il est PDG, donc, d'une entreprise qui est une licorne. Une licorne, ce que c'est une start-up qui va aller public. Et quand une entreprise va public, c'est une possibilité de faire des millions, voire des centaines de millions de dollars, surtout quand tu es dans la haute direction. Donc, tu te fais prendre parce que tu vas à un concert dans les bras de ton patron. C'est déjà grave avec ta femme ou ton mari si jamais il y en a, puis c'est effectivement ça le problème. Mais c'est aussi grave parce que ça atteint la réputation de la compagnie et cette compagnie-là qui s'en va public, est-ce que ça va affecter la valeur? Vont-ils perdre le job? Mais pas seulement ça, perdre le job et leur opportunité de faire des millions de dollars une fois que la compagnie s'en va public. Tu sais, il y a énormément d'argent dans cette histoire-là. Puis c'est ça que là, j'ai écouté l'entrevue, elle est allée parler à Oprah, ça fait plus d'un an, ça fait presque un an que c'est arrivé ça, puis elle n'avait pas parlé encore dans les médias. Elle avait parlé au mois de décembre, là, pour la première fois, je pense. Mais tous les gens qui ont analysé ça, je trouve qu'ils analysaient ça sous un angle parfois un peu naïf, là, tu sais, genre, bon, il trompe-tu sa femme, elle trompe-tu son mari, excuse, parce que là, s'il y a probablement 20, 50 millions au bat, là, dans cette histoire-là, c'est pas juste ça, fait que... Donc, les deux sont ultra silencieux après l'événement. Lui annonce à un moment donné qu'il va quitter son poste. Il part. C'est quoi le deal qu'il a fait avec eux autres? Je ne le sais pas. Tu sais, peut-être qu'il est parti, mais qu'il va quand même avoir son bonus si la compagnie va public. Mais il est parti, il n'est plus publiquement, donc, la figure de cette entreprise-là. Parce que la réputation puis la personnalité, c'est là que le personal brand, là, il vaut le plus cher quand une compagnie s'en va public. On a un bon exemple ici au Québec, Lightspeed. La journée où Lightspeed est allé public, avant ça, il y avait eu toute une opération de personal brand autour de Dax, le PDG, puis ça s'est rendu un peu partout dans le monde, puis ça a contribué là, à la capitalisation par millions de dollars. Là. Donc, le personal brand, c'est de l'argent, là. OK? Fait que, puis la réputation, c'est du cash. Fait que ça pour dire que ils n'ont pas beaucoup parlé après ça. Ils ont dû régler tous les enjeux corporatifs et financiers qui roulaient autour, en plus de gérer leurs conjoints respectifs. Quelques jours après le scandale, le mari de Kirsten Cabot, lui, sort un communiqué en disant « On n'était plus ensemble, on vit séparés, elle vit la vie qu'elle a à vivre, s'il vous plaît, laissez-nous gérer ça. » Fait qu'on apprend qu'elle, elle n'a pas de... Tu sais, elle n'avait pas de conjoint. Mais là, ce qu'on apprend dans l'entrevue d'Oprah, parce que là, on en vient à l'entrevue d'Oprah, ce qu'on apprend de plus que l'entrevue qu'il avait donnée au New York Times, c'est que lui aussi disait qu'il était en processus de divorce. Puis c'est comme ça qu'ils ont commencé à bonder à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ce qu'elle explique, c'est que tous les deux, on est en processus de divorce, les liens se rapprochent et on le sent qu'il va peut-être avoir quelque chose entre nous deux, fait qu'on veut le dire à notre conseil d'administration parce que oui, c'est important, mais c'est triplement important parce que elle, c'est la boss de Human Resource.
c'est la boss de HR qui se retrouve dans les bras de son patron. Il y a un enjeu éthique, là, dans l'histoire. Tu sais, il y a un enjeu éthique dans ça qu'elle n'a pas vraiment adressé à Oprah parce que, en fait, ce qu'elle dit, c'est oui, c'était vraiment pas une bonne idée d'avoir ce genre de sortie publique avec mon patron. Vraiment pas une bonne idée de développer des sentiments pour mon patron, mais pour elle, les deux sont libres d'explorer cette relation-là. Puis, mais la raison pour laquelle elle explique qu'elle s'est cachée lors du concert, c'est parce que le mari qu'elle a, c'est quelqu'un d'une grande famille. Vous savez, à Boston, il y a beaucoup de familles là, richissimes. Là, le Boston Tea Party, là, ça vient de... En tout cas, il y a beaucoup d'argent de famille là, à Boston. Donc, lui, il vient d'une grande famille, probablement des billionnaires qui sont ultra discrets. Donc, voir sa femme dans le journal ou n'importe où, là, elle veut pas que ça nuise à lui de son côté, puis parce qu'ils ont peut-être pas tout annoncé le divorce encore, puis etc. Elle veut juste pas, lui étant notoirement discret, que ça lui porte préjudice. Fait qu'elle, elle explique que c'est pour ça qu'elle s'est cachée à l'époque, puis qu'elle a eu l'air. Mais ce qu'on comprend aussi à l'entrevue d'Oprah, c'est que lui, donc, avait dit qu'il était en processus de divorce. C'est comme ça qu'ils ont tissé des liens, mais finalement, sa femme, à lui, elle n'a pas sorti de communiqué en disant on n'était plus ensemble, puis c'est bien correct, là. Au contraire. Fait que ça a eu l'air que lui, il est encore avec sa femme. Puis il n'a pas protégé Kirsten Cabot, qui, elle, raconte que là, dès le moment où ça sort, elle est rentrée chez elle là, toute la nuit, tout le monde l'appelait, les notifications, tout ça, c'était partout. Le conseil d'administration était déjà au courant, heureusement. Donc, tu sais, le matin, il y a eu des rencontres avec eux autres, etc., etc. Elle pensait pouvoir prendre du recul puis que ça allait se calmer. Évidemment, ça s'est pas du tout calmé parce que la viralité, je pense que dans l'ancienne vie, il y a des choses qu'il fallait pas adresser. OK? C'était mieux de pas adresser puis attendre. En relation publique, là, quand on vit une gestion de crise, dans l'ancienne vie, il fallait attendre que ça passe. Pourquoi? Parce que le journal, tout le monde l'achetait dans la poubelle le lendemain. Puis, ça disait, attends 2-3 jours, les gens vont avoir oublié, ils vont avoir rejeté le journal aux poubelles. Puis c'était vrai dans ce temps-là. Mais maintenant, le vidéo, la photo, c'est partout référencé sur le web jusqu'à la fin des temps. Alors, si tu veux pas que ça sorte partout, faut répondre vite, faut répondre fort. Ou sinon, avoir une stratégie pour raconter l'histoire au lieu que les autres la racontent à ta place. Parce que là, ce qui a été, puis ce qu'elle explique donc, c'est qu'elle est devenue la risée. Et les femmes ont été très, très dures envers elle. Elle a eu des menaces de mort, briseuse de mari, briseuse de ci, briseuse de ça. Puis ce qui est émouvant, c'est qu'au moment où elle fait cette entrevue-là avec Oprah, puis on voit qu'Oprah, ça fait longtemps qu'elle veut la recevoir à l'émission. Elle l'a appelée personnellement pour la convaincre. Parce qu'au départ, elle ne voulait pas se soumettre à un exercice où elle allait être encore vulnérable. C'est quelqu'un qui n'était pas une personnalité publique, puis qui a manifestement pas l'intérêt d'être une personnalité publique. Mais la raison pour laquelle elle a accepté, c'est pour ses enfants. Parce que ce qu'elle explique, puis ce qu'on comprend entre les lignes, évidemment, c'est que si elle s'est fait traiter de tous les noms, mais elle a 2 filles qui ont dû porter l'opprobre de la situation. Alors, c'est difficile. Donc, pour reprendre le contrôle de son histoire, elle accepte de rencontrer Oprah. Et donc, je trouve qu'elle a quand même fait une bonne job. Tu sais, quelque chose qu'elle aurait dû probablement faire il y a longtemps, mais elle devait être trop fragile, là. Elle a fait une bonne job de replacer le narratif. Mais, puis, on voit que c'est une fille qui est solide. On s'entend, là. Tu ne deviens pas la patronne du HR d'une compagnie comme celle dans laquelle elle est impliquée si c'était pas quelqu'un d'extrêmement compétent. Mais, justement, probablement parce qu'elle était blessée, tu sais, j'essaie de comprendre.
De loin, là, je vous dirais qu'au niveau de l'ouverture vers de la vulnérabilité qui aurait pu... Parce que une crise, là, on va vous le dire, là, je le dis souvent parce que j'en gère, là. Tu sais, j'ai une expertise en gestion de crise, j'en gère depuis longtemps. C'est pas quelque chose que je mettais de l'avant, mais vous savez, je fais de l'optimisation de notoriété, mais je fais de la gestion de crise, puis particulièrement depuis qu'il y en a de la virale, parce qu'il y a peu de gens qui ont cette double expertise-là, là, tu sais, dans la vie des médias traditionnels. Puis, une crise comme ça, c'est une opportunité. Parce que tout le monde te regarde. Et dans son cas, elle, c'est le monde entier qui la regarde. Et donc, à partir du moment où tu as le micro, puis tu peux récupérer ton narratif, tu peux ouvrir plein d'opportunités aussi. Et je vous dirais que la job a été faite pour la reprise du narratif. Donc, elle le raconte. On se rend compte qu'elle pensait qu'il était libre. C'est pas une briseuse de mari. Lui a probablement été beaucoup plus croche. C'est ce qu'elle sous-entend. Il l'a pas soutenu, etc., etc. Là, toutes les femmes qui étaient dans la salle, qui la jugeaient, parce qu'elle disait, je voulais pas venir te voir Oprah parce que je savais qu'il allait y avoir plein de femmes dans la salle. Puis de ces femmes-là, j'ai reçu des tomates pendant des mois, tu sais. Fait que, puis on le voit à la fin, Oprah, après l'entrevue, elle passe le micro aux femmes dans la salle qui disent non, je me reconnais plus en vous maintenant, je comprends, mais ils se reconnaissent un peu plus en elle, mais mon Dieu, qu'elle avait l'opportunité de les faire encore plus. Elle n'est pas rentrée dans beaucoup de vulnérabilité, puis pas non plus dans... C'était très sobre comme entrevue. Puis je me dis, tu sais, tant qu'à avoir un stage comme ça, est-ce que mon conseil ne serait pas été d'aller un peu plus loin pour créer une opportunité, pour passer un message encore plus fort? On le voit que là, pour le moment, elle a été sensibilisée au dommage que la viralité et devenir infamous là, en ligne cause. Puis on va en reparler après là, parce que il y a des choses plus tristes là, qui se passent par rapport à ça. Elle a dit, si j'avais vécu ça à 20 ans, j'en serais pas sortie vivante. Et donc, probablement que sa sobriété vient du fait qu'elle est très, très fragilisée. Donc, tu sais, de là à monter sur la scène, comme je dis, puis d'en profiter, puis d'ouvrir la porte à la plus prochaine opportunité de travail là, qu'elle pourra avoir. Tu sais, elle l'a pas faite, c'était très, très sobre, mais peut-être que justement, elle a fait ce qu'elle était capable de faire. J'ai eu l'opinion d'une autre amie qui fait des coms, un peu comme moi. Elle était contre, là. Elle dit, je vois pas pourquoi qu'elle est allée faire cette entrevue-là. Pour moi, ça n'apporte rien. Elle disait que ça servait à rien, puis qu'elle avait l'air d'une fille qui voulait qu'on la voie, là, plutôt que qui voulait s'expliquer. Puis, tu sais, je comprends pourquoi elle pense ça, tu sais, en voulant dire, pour elle, tu sais, c'est comme si le dossier est clos. Pour certaines personnes, tu sais, quand quelqu'un est cancellé, il est cancellé, tu sais. Puis c'est correct, mais moi, je suis pas de même. J'essaie de comprendre, je vais aller en arrière, puis il n'y a rien de mieux que... Puis je pense que le public aussi aime ça, des comebacks, aime ça des gens imparfaits qui vont se relever. Tu sais, moi, je viens plus de cette école-là. Là. On raconte une histoire de monde imparfait qui apprennent de leur erreur, puis tout ça. Donc, elle est au moment où elle comprend la douleur, mais pas au moment où elle a compris son erreur. Puis qu'elle peut en tirer quelque chose, puis etc. Fait que, tu sais, il faut respecter le rythme, mais bref, au niveau de l'exercice, ça a été très sobre et mitigé. Là, je vous parle de ça parce que je suis en train d'écouter la série qui s'appelle Love Story sur Disney+, qui est l'histoire de Carolyn Bessette et John F. Kennedy Jr., qui était l'histoire d'amour des années 90 là, qu'on a suivi. Un peu, nous autres, on n'avait pas de prince et de princesse. Là. Avant Meghan et Harry, là, nous autres, on a eu Caroline et JFK. Mais on a eu JFK et toutes ses nombreuses conquêtes. Là. Puis ça faisait tous les magazines à potins. Puis moi, c'est vrai qu'elle était fascinante, Caroline Bessette. À l'époque, elle était très... elle parlait pas beaucoup, puis elle était mystérieuse et on était fascinés par son sens du style, de la classe, tout ça. On la connaissait pas bien. Fait que c'est une bonne série à écouter. Maintenant, ben c'est ça. Elle, un peu comme Meghan Markle, c'est que, oui,
tu vis le conte de fées de te marier avec le prince de tes rêves, mais dès le lendemain, donc tu as du pouvoir, tu as de la notoriété, puis tu as gagné le cœur du prince le plus extraordinaire au monde, ben qu'est-ce qu'ils font le lendemain? Hein? Ils se sont mis à la démolir dans les journaux, là, puis ressortir toutes les histoires de... Là, ils disaient qu'elle était droguée, que c'était une party girl, qu'elle était pas sérieuse, qu'elle courait juste après son argent. Bref, il n'y a rien qui n'est pas sorti. Puis si tu n'es pas une personnalité publique, puis que tu n'étais pas habitué à ce traitement-là, ben, ça l'a, là, je suis rendue dans la série là, où ça l'a démolie complètement. Là, elle est en dépression. Elle vient de se marier, puis elle est en dépression profonde. Parce que toutes ces headlines-là, ça lui fait beaucoup trop mal. Et même chose pour Meghan Markle, hein, ça a dû, tu sais, donc, elle a marié le prince Harry et ça a été le même traitement dans les journaux. Ce qui aurait dû être le plus beau conte de fées ever, d'une femme noire de surcroît qui marie un prince, la royauté. La fille est intelligente, est activiste. Elle a tout ce qu'il faut pour être capable d'accomplir des grandes choses, puis on la démolit de façon spectaculaire dans les journaux et ça l'affecte, sa santé mentale, etc., etc. Bon, bref. Alors, c'est un derby de démolition, là. Puis j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, c'est comme... Parce que là, ces jours-ci aussi, bon, là, il y a Chappell Roan qui aurait fait une gaffe monumentale parce que un de ses gardes de sécurité a fait pleurer une petite enfant qui voulait s'approcher d'elle. Et là, donc, Chappell Roan est cancellé, c'est viral sur le web. On s'entend, là. C'est pas correct, là, de faire pleurer des enfants, puis c'est pas le fun, là. Mais là, c'est la déferlante sur Chappell Roan. Et là, il y a quelqu'un qui a dit Puis, oui, il y a la fille de Secret Lives of Mormon Wives, là. Donc, ça, qui devait être la Bachelorette. On vient d'apprendre que la Bachelorette, donc, qui est une émission de dating aux États-Unis, une femme qui va rencontrer un paquet d'hommes parce qu'elle cherche son mari. Donc, ils ont choisi cette fille-là, qui était une star TikTok avant, qui est une fille mormon, qui a avoué. Tu sais, elle est devenue une star parce que sur TikTok, elle a dit oui. Elle dit, ça fait des mois que vous nous voyez, là, la gang de filles avec nos maris, là, ben nous autres, là, on fait toutes des swingers party. Puis on est toutes, tu sais... Elle est devenue famous à cause d'un scandale de swinging dans sa communauté religieuse, qui est très religieuse. On n'a même pas le droit de boire, là, d'habitude, là. Fait que, tu sais, c'était très racy. Donc, elle a été accusée de... Elle a eu un épisode de violence avec son ex pour lequel je pense qu'il y a eu un jugement. Tout le monde était au courant là, de cette histoire-là au moment où ils ont décidé qu'elle deviendrait la prochaine Bachelorette. Là. Tout le monde est au courant que la fille est devenue connue parce qu'il y a eu un scandale sexuel. Tout le monde est au courant qu'elle a eu un épisode de violence qui a été judiciarisé. Puis là, il y a Cass comme Bachelorette, mais là, les images à quelques jours de la sortie de toute la saison de Bachelorette sortent les images où elle se bat avec son mari ou son ex, et c'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas joli, puis c'est vraiment dérangeant. Pour en venir à ce que j'ai vu passer de très juste sur les réseaux sociaux, puis c'est une fille qui a dit ça, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres qui l'ont dit, c'est qu'en ce moment, Chappell Roan, puis... cette fille-là, là, son nom c'est Taylor quelque chose, là, Taylor de Mormon Wives, là, ont en ce moment plus de conséquences et de violence que tous ceux qui sont dans les Epstein Files. Évidemment, ce sont les femmes qui sont au pilori. Ah, ça, c'est le fun. Je trouve ça assez juste quand même, là. On peut-tu... C'est ça. En tout cas, c'est de la chasse aux sorcières, comme je vous disais dans le titre. Alors, c'est pas le fun. Je veux terminer l'épisode avec un autre événement qui a fait circuler énormément
sur les réseaux sociaux ici, puis on en a même parlé dans les médias traditionnels, dont Télé-Québec, à l'émission Dans les médias. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est Elisabeth Lemay, qui est une féministe, qui a gagné le prix Jeannette Bertrand, écrit sur ses réseaux sociaux un post ou une story dénonçant le fait que Léa Clermont-Dion, autre féministe engagée, like la page de Julien Lacroix. Puis pour elle, là, tu peux pas liker une page, puis bref. Je veux pas commenter la chicane. Je veux parler du fait de la chicane publique. Parce que là, Léa Clermont-Dion, donc, qui est quelqu'un qui s'en laisse pas... si tu t'attaques à Léa Clermont-Dion, il faut que tu t'attendes à recevoir de l'autre côté. Alors, Léa Clermont-Dion a répondu. Et là, donc, la chicane entre les deux a commencé à attirer l'attention. Et là, c'est ça chicanait toutes les deux. Là. Il y en a une qui disait que c'était violent, l'autre que... J'ai pas tout suivi le pourquoi du quoi, là. Mais les deux filles se sont chicanées, publiquement. Et là, bon, la gang de bros reprend ça, là, cette chicane-là, en disant « Bon, les féministes, ça affaiblit la cause, nanana. » Hey, là, vas-y, je vais y aller avec mon opinion, là. C'est quoi ça, là? Voir que tout le monde, faut qu'on soit toujours d'accord, puis de parler toujours de la même façon. Voyons donc, le féministe, là, il y a toutes sortes de femmes, il y a toutes sortes de féminisme, puis il y a toutes sortes d'opinions. Puis moi, j'ai fait 10 ans de féministe engagée, là, puis même si j'ai voulu éviter les chicanes, là, ben j'y suis pas arrivée. Parce que vous savez quoi? Dans un monde où ce qu'on dénonce, c'est de l'opprobre, c'est de l'intimidation, c'est des difficultés, ben hurt people. Fait qu'on s'entend qu'Elisabeth Lemay, elle vient de vivre un épisode particulièrement violent en ligne suite à sa participation en émission à Radio-Canada. Ça, c'est même avant, là. Donc, elle vient de vivre tout ça, ça déborde, ça ressort sur une collègue, ça arrive. Je veux dire, on a des mauvaises journées, tout le monde, là. J'excuse rien, mais je veux juste dire que des chicanes de filles, il y en a, va toujours en avoir. Puis c'est pas parce que t'es deux féministes que tu te chicaneras jamais. Puis c'est pas parce que t'es deux féministes que t'es obligé de toutes penser la même chose. Et ça m'a fait penser à d'autres chicanes publiques, mais dont les protagonistes profitent allègrement. Et c'est de cette façon-là que je proposerais qu'on pense les chicanes de filles à partir de maintenant. C'est-à-dire que si ça arrive, qu'il y a une chicane de filles publique, parce que ça va arriver, parce que hurt people, parce que personne n'est d'accord tous les jours. Sachez une chose, c'est que les chicanes de filles, il n'y a rien qui attire le plus l'attention que ça. Vous le savez, vous voyez là, tu sais, c'est comme, il y a tellement de chasse aux sorcières de la part de nos collègues qu'on dirait que quand deux filles se chicanent, c'est comme si ça les justifie. Ah, vous voyez là, c'est ça. On se ferait, tu sais, c'est une bonne affaire, là. Vous voyez, là, même les filles frappent ses filles, tu sais. J'exagère, là. J'exagère, vous comprenez, là, j'exagère, là. Fait que je vais cocher que je veux pas qu'il y ait des segments. Je voudrais pas que ça soit interprété hors contexte. Mais ça pour dire que les rappers, là, quand ils chicanent publiquement, ils chicanent pour vrai. Mais ils savent une chose, c'est que tout le monde en profite. Tu sais, 50 Cent, il avait commencé ça avec Kanye West. Les deux se chicanaient dans les journaux, puis ils se sont rendus compte que quand ils se chicanent dans les journaux, ça fait la une. Même dans les journaux qui ne parlent pas du rap habituellement. Alors, ils se sont rendus compte que les chicanes, ça donnait de la place sur la scène à un style musical qui n'était pas encore dominant mondialement, mais qui voulait le devenir. Donc, si tu veux occuper l'espace et les conversations, chicane-toi donc. Puis, tous les rappers, ça fait longtemps qu'ils ont compris ça. Est-ce qu'ils inventent leur chicane? Non, ils chicanent pour vrai parce que savez-vous quoi? C'est pas parce que c'est des rappers qui sont obligés d'être toujours d'accord. Puis, c'est pas parce qu'ils vont dénoncer le racisme qu'ils sont obligés d'être toujours d'accord. C'est la même chose. Donc, mais eux ont compris une chose, c'est que s'ils ont tant qu'à chicaner publiquement, aussi bien que ça serve tout le monde. Alors, à l'époque, 50 Cent et
Kanye West avait sorti leur album la même journée. Puis là, tout le monde avait tellement suivi cette histoire-là, à savoir qui allait vendre plus d'albums que l'autre. Mais au final, les deux ont vendu 3 fois plus d'albums qu'ils en auraient vendu s'ils ne s'étaient pas chicanés. Fait que c'est cette analogie-là que j'aimerais proposer aux jeunes féministes engagées. Tant qu'à vous chicaner, prenez l'espace. Parlez de vos idées. Parlez de ce que vous voulez vraiment dire. Profitez-en pour avoir ce stage-là. Puis, faites avancer ce que vous défendez, tant qu'à faire parler les gens. C'est une bonne façon de gagner, même dans une situation désagréable, parce que c'est désagréable, particulièrement une femme. Se chicaner, ça coûte pas, ça n'a pas le même prix que quand c'est un homme, je le sais, ça fait encore plus mal. Donc, c'est sûr que, et ce que Léa a vécu les derniers jours, et ce qu'Elisabeth a vécu les derniers jours, c'est pas facile. Mais si tu sais que tu as fait avancer les choses, c'est qu'il y a plus de gens qui vont parler du féminisme, puis de ce qui te tient à cœur, puis de ce que tu voudrais qu'il change, puis de ci, puis de ça, ben au moins, il y a quelques personnes qui vont l'avoir entendu, parce que cette opportunité de parole-là aura été saisie, même si elle n'a pas été artificiellement provoquée. Alors, voilà, c'était mon opinion par rapport à cette chicane-là. Donc, chasse aux sorcières aujourd'hui, image, pouvoir féminin, notoriété, règlement de compte et ou reprendre le contrôle sur son narratif. En fait, c'est ça. C'est que les réseaux sociaux donnent plus que jamais l'opportunité aux femmes de prendre le contrôle sur leur narratif après une crise, de reprendre le crayon et de dire ce qu'on a à dire parce que tout le monde va regarder ce que tu vas dire en ce moment ou d'aller le dire ailleurs ou le dire soi-même. Ah, il y a du bien même dans des situations désagréables. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Sachez que j'ai une nouvelle affaire. Mes podcasts sont du contenu gratuit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Et une des choses que je mets de l'avant aussi, c'est que les idées, elles ont de la valeur. Hein? Pour moi, une idée, ça a de la valeur. Un conseil, ça a de la valeur. Et un conseil féminin, ça a de la valeur. L'expertise, le 20, le 30 ans qu'il y a derrière le conseil, et ce qu'on dit, ça a de la valeur. Alors, si ce que vous entendez ici, ça vous aide à voir plus clair, à prendre des décisions ou à comprendre des dynamiques invisibles, vous pouvez maintenant choisir de soutenir mon travail avec J'ai une idée. Alors, il y a un lien si vous voulez soutenir, faire un don pour que je puisse continuer à vous offrir ce produit gratuitement. Vous allez le trouver dans le descriptif du podcast. On se revoit la semaine prochaine.